Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux de vous retrouver. On va découvrir nos rubriques et nos thèmes bien dans son job. Aujourd'hui, un escape game digital pour sensibiliser au handicap. On en parle avec une spécialiste de ce sujet et de ce projet. Elle est avec nous sur le plateau. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. La réforme de la santé au travail. Vous vous souvenez, il y a eu un ANI, un accord national interprofessionnel en décembre dernier. Eh bien, c'est le prolongement de cette année. On reviendra avec une spécialiste sur cette proposition de loi qui est en préparation. Elle va partir au Sénat. Fanny Griesmer et sa célèbre pause café. Le bureau, c'est bien. On est un peu immobile, évidemment inactif. Et elle va nous donner quelques conseils justement pour ne pas se laisser gagner par l'immobilité. Ce sera dans quelques instants avec Fanny Griesmer. Le cercle RH, tiens, on parle du bureau, c'est très intéressant. Le flex office, on en entend beaucoup parler de ce flex office. Bien, pas bien, les salariés le plébiscitent. Ben non, les salariés n'en veulent pas. C'est un sujet un peu de tension d'ailleurs au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le flex office? Comment ça marche? On fera le point avec des spécialistes de ce sujet. Et puis fenêtre sur l'emploi, Thierry Bismuth, spécialiste du recrutement, nous parlera football. Bah oui, pourquoi football? Bah d'abord parce que c'est la Coupe d'Europe. Football pour parler de recrutement évidemment. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job et on parle de l'inclusion. Bien dans son job, bien dans son travail lorsqu'on est une personne handicapée. On en parle avec Nathalie Berriard. Bonjour Nathalie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes consultante formatrice au sein de Comme une différence. C'est un jeu de mots, comme COM. Vous êtes venu nous parler d'un escape game, et pas seulement d'ailleurs, mais c'était la porte d'entrée de notre échange. Escape game à destination, j'allais dire, des valides, de ceux qui ne sont pas en situation de handicap, pour leur faire prendre conscience de leurs difficultés. Ça marche comment, l'escape game? Qu'est-ce que vous leur proposez à ces salariés pour leur faire toucher du doigt ces réalités? Alors c'est un outil de sensibilisation, effectivement, pour tous les salariés. Alors certains peuvent être en situation de handicap déjà, mais essentiellement à destination des valides, en effet. On va proposer à 6 personnes de réaliser un escape game, donc de résoudre des énigmes autour du sujet du handicap. 4 parmi eux vont être mis en situation de handicap eux-mêmes. C'est-à-dire vous les mettez sur une chaise roulante, vous les mettez, ils ne voient pas, comment ça marche? Alors on est un peu plus sur du handicap invisible. Le fameux handicap voilà. invisible. Donc 80% des situations de handicap sont invisibles aujourd'hui. Et ce qui renforce l'invisibilité du sujet. Donc on met l'accent là-dessus. On a par exemple une personne qui va être daltonienne, qui du coup aura du mal à déchiffrer les énigmes autour des couleurs. Une personne dyscalculique qui, elle, aura des difficultés avec les chiffres. Et sur certaines énigmes, on a forcément des chiffres à résoudre. Et du coup, c'est un escape game qu'on a fait depuis 2018 en présentiel, donc avec des box, avec des cadenas à ouvrir. Et puis, depuis un peu plus d'1 an, on s'est adapté. Oui. Et on a fait une version digitale maintenant. On a eu un débat la semaine dernière justement avec une personne qui venait de parler de ses difficultés. Elle était dyscalculique. Elle avait d'autres difficultés. Et elles étaient venues, 3 femmes sur ce plateau, nous parler des difficultés d'insertion de ces profils. Dyscalculique, par exemple, ça rentre dans la catégorie du handicap non visible? Absolument. Il peut être reconnu, je dirais, par les institutions comme un handicap non visible. Alors, tout dépend de la sévérité du trouble et surtout, tout dépend du métier occupé. S'il y a un lien avec les chiffres, et il y en a dans beaucoup de métiers, être capable de voir les prix, il pourrait être reconnu travailleur handicapé. Il y a cet escape game. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les salariés? Parce que j'imagine que derrière, à travers tout ce cheminement, ces énigmes, ces coffres à ouvrir, il y a un débrief. Qu'est-ce qui se passe là, quand ils redeviennent, qu'ils reprennent leur costume? Alors, en général, c'est une surprise, parce qu'il y a un certain nombre de chiffres clés qui sont donnés. Quand on dit une personne sur 2 sera touchée par le handicap au travail. C'est incroyable. C'est incroyable, et puis ça casse un petit peu l'ambiance. C'est-à-dire qu'on se sent très rapidement concerné. 50% des salariés seront un jour, de près ou de loin, touchés de près par un handicap. Oui. Mais lesquels? Vous avez des statistiques sur ce... Alors, 45%, c'est des maladies invalidantes. Donc, c'est le cancer, c'est l'asthme sévère, c'est la sclérose en plaques, c'est des allergies sévères. Si elles ont un lien
avec votre environnement professionnel. C'est-à-dire que vous et moi, si on est allergique à la farine, on ne sera pas reconnu travailleur handicapé. Si on est boulanger, et beaucoup de boulangers, à force d'être en contact, vont devenir allergiques à la farine, Inal. eh bien, ils pourront être reconnus travailleurs handicapés et accompagnés vers une reconversion. Donc ça veut dire que vous ouvrez à travers cet escape game et les actions que vous menez dans les entreprises, quelque chose à la fois d'assez angoissant, mais qu'il faut vraiment regarder sérieusement. Oui, puis on a beaucoup de gens qui vont nous dire « Ah, mais alors moi, j'entends pas d'une oreille, je pourrais être reconnu travailleur handicapé. Moi, j'ai une prothèse de genou, je pourrais. » Et en fait, on s'aperçoit que les 50%, ils sont déjà dans les groupes qu'on va sensibiliser. Oui, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a évidemment ce handicap très visible dont on parle beaucoup et dont il faut parler, les personnes non-voyantes, les personnes qui ont des problèmes de surdité et d'autres handicaps physiques et visibles. En fait, il y a une multitude d'autres salariés qui ne savent même pas eux-mêmes qu'ils ont un handicap. Ils vivent avec. Et donc ça, vous les éveillez. L'entreprise, comment elle regarde cette situation? Parce qu'un salarié sur deux, ça veut dire que c'est un coût pour l'institution, pour l'entreprise. Comment ça marche là? Les entreprises ont intérêt financièrement à ce que leurs salariés qui sont touchés par une situation de handicap se déclarent. Et avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ça a été encore renforcé. Donc elles y voient tout à fait un intérêt, mais ça reste un sujet dont on parle peu, dont on parle au mois de novembre pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. C'est vrai. Et je suis ravie du coup d'être là au mois de juin. Mais elles prennent conscience qu'il faut que ça soit un vrai sujet dans l'entreprise, dont on parle régulièrement, et surtout qu'on fasse des choses pour ses collaborateurs. Nathalie, vous soulevez un sujet qui est double. On a eu la ministre en charge du handicap dans un débat passionnant d'ailleurs avec une très grosse entreprise. On était dans le débat, il faut intégrer, pour atteindre ce chiffre de 6% de personnes handicapées, il faut ouvrir, faire de la pédagogie. Mais là, on n'est pas tout à fait sur le même sujet, on n'est pas que dans l'intégration des personnes handicapées, on est dans le maintien de certains salariés à leur emploi. Absolument. C'est deux sujets finalement. Deux axes. Alors nous, on essaye d'accompagner les entreprises pour qu'elles travaillent sur les deux axes en parallèle, le recrutement d'une part et la reconnaissance interne et le maintien dans l'emploi de leurs collaborateurs. Donc ça veut dire que cet escape game, vous ouvrez une porte qui permet de libérer la parole aussi de certains salariés et qui vous déclarent des choses qui finalement n'avaient peut-être pas déclarées et puis s'aperçoivent qu'ils sont atteints. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelle étape ils font ensuite là? Parce qu'il y a une réflexion sur soi-même. Il a vécu pendant 25 ans avec cette difficulté ou ce handicap et puis tout d'un coup vous lui dites c'est un handicap. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il faut que le salarié en prenne conscience, oui. Mais effectivement, si vous avez du diabète et que je vous dis vous pourriez être reconnu travailleur handicapé, il n'est pas certain que dès cet après-midi, vous alliez télécharger le dossier pour faire la démarche. Il faut pour ça que votre entreprise, les RH, soit, entre autres, oui, absolument, et pour l'essentiel, soit handi accueillante et que vous n'ayez pas peur d'être mis au placard si c'est ça, vous la question. avez votre statut. Et nous, notre job, c'est d'accompagner les entreprises dans toute cette démarche-là. C'est-à-dire permettre ensuite à un salarié qui a franchi cette étape, qui a poussé la porte du RH en disant « écoutez, j'ai découvert que ça pouvait être reconnu comme une maladie invalidante ou un handicap », il faut ensuite qu'il y ait une prise en charge, j'imagine, un accompagnement pour permettre au salarié de retrouver son poste de travail dans des conditions différentes. C'est ça l'objectif? Dans des conditions optimales et éventuellement de changer de poste si les contraintes médicales l'empêchait de tenir son poste actuel, mais qu'il soit accompagné vers une reconversion par de la formation, par un accompagnement. Donc vous dites aujourd'hui, c'est quoi par rapport aux clients que vous rencontrez? Il y a de l'intérêt, il y a de la réticence, c'est quoi? Sans citer de nom, bien entendu, mais vous êtes au contact de ces entreprises. Vous êtes face à cette réalité. Alors globalement, on a des RH très moteurs sur le sujet et qui ont envie de faire bouger les lignes. Les CODIR et les managers de proximité, c'est encore plus compliqué pour l'instant. Là, vous touchez du doigt le manager qui dit « mais attendez, moi j'ai des chiffres, c'est ça la réalité, c'est une réalité économique ?» Oui, c'est de dire « mais moi je trouve ça très bien qu'on fasse des choses sur le handicap, mais dans mon équipe, c'est pas possible. » Mais chez le voisin, quoi. Oui. En revanche, on découvre quand même, et ça vous le savez mieux que moi, c'est qu'on découvre que lorsqu'une personne handicapée, visible ou invisible d'ailleurs, intègre une équipe, ça mobilise l'équipe, ça la dynamise. Est-ce que ça, vous le confirmez? C'est souvent le cas. Parce qu'on change un petit peu de regard, on se positionne autrement. On met la caméra un peu plus haute. Exactement. Donc ça a une utilité pour l'entreprise. On essaye de valoriser ces expériences positives et de les encourager pour que les entreprises et que les RH puissent s'appuyer sur ces expériences positives.
tenter l'escape game de Comme une différence. C'est le nom de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous êtes au contact des entreprises, des salariés, vous les écoutez. C'est très intéressant. Merci Nathalie Berriard d'être venue sur notre plateau. Vous êtes consultante, formatrice. Comme une différence, escape game, vous l'aurez compris, c'est pas qu'un jeu, c'est aussi une porte pour aller évidemment vers aller plus loin sur ces questions de handicap. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. On s'intéresse alors à, ne bougez pas, on s'intéresse à un sujet très important et qui vous concerne d'ailleurs, c'est la proposition de loi sur la santé au travail, qui est la transposition de l'accord national interprofessionnel de décembre 2020. Vous vous en souvenez? Eh bien, un texte de loi qui a été voté à l'Assemblée, il va arriver au Sénat et il a une incidence évidemment sur le sujet dont on vient de parler avec Nathalie Berriard. C'est tout de suite, c'est Smart et Réglo. On vient de parler de l'inclusion et du handicap, visible ou invisible. On va parler aujourd'hui dans Smart et Réglo de la réforme de la santé au travail. Alors, juste pour remettre un petit peu le puzzle, décembre 2010, un accord non contraignant. L'année 2020, décembre 2020, il était non contraignant. Oui. Voilà. Et puis il y a une proposition de loi qui a débouché, ce qui est assez normal. Marie Contant, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social au cabinet BG2V. D'abord, c'est intéressant. Que contient ce texte? Puisqu'elle est, on peut le dire, la transposition de l'accord national interprofessionnel. Oui, alors tout à fait. C'est une transposition. Il y a des mesures qui ont été ajoutées, d'autres qui ont été retranchées. C'est normal. En fait, le texte a deux ambitions. La première, c'est de mettre l'accent sur la prévention des risques professionnels. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que l'employeur a une obligation de sécurité très forte. On lui dit que pour démontrer qu'il a respecté et mis en œuvre son obligation de sécurité, il doit faire la preuve qu'il a accompli toutes les actions de prévention nécessaires. Or, souvent, la prévention des risques, c'est assez éloigné de son métier d'origine. De son business. De son business, exactement. Et quand il cherche de l'aide, il n'en trouve pas beaucoup. Donc il y a eu un premier rapport qui avait été déposé, un rapport parlementaire en 2018, exact, qui voulait confier cette prévention des risques à un autre acteur que celui auquel on pense naturellement, qui est la médecine du travail. Qui est souvent contesté d'ailleurs, la médecine du travail. Qui est souvent contesté, qui est souvent décrié. Et d'ailleurs, c'est le deuxième volet de cette loi, c'est que c'est un peu une sonnette d'alarme sur le fonctionnement des services de santé au travail, puisque le projet de loi, la proposition de loi, veut complètement le remettre à plat, le repenser et en faire un acteur vraiment au service de l'employeur pour l'aider à mettre en œuvre cette obligation de prévention. Alors, il y a des choses très concrètes. Il y a le renforcement, le document unique qui existe déjà, on le renforce, c'est le document unique d'évaluation des risques, ça voilà, c'est très important. Voilà, tout à fait. Donc c'est plus contraignant pour l'entreprise, ça hein. En fait, il est doublé d'un programme d'action à mettre en œuvre justement pour prévenir ces risques professionnels. Je me mets du côté du chef d'entreprise qui, globalement, c'est comme sur les questions de handicap, qui dit mais moi je suis tout à fait favorable à faire, mais moi j'ai un business, j'ai un chiffre d'affaires à faire, et là il va répondre, le chef d'entreprise, de PME, de TI, oui. Attendez, j'ai 1000 documents à remplir chaque année, je ne m'en sors pas. Oui, alors ça, c'est vrai vous l'entendez, ça? Je l'entends, mais c'est un discours qui est un peu daté, si vous me permettez. Non, mais aujourd'hui, avant, la prévention était vraiment vécue comme une contrainte. Ah, clairement. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de dire aux entreprises, c'est que mettez la prévention au cœur de votre réflexion sur les processus de productivité et voyez-la comme un atout de productivité. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bien-être au travail et on sait qu'un salarié qui trouve ce bien-être au travail est un salarié qui est beaucoup plus productif. Et donc, l'ambition de cette loi, c'est aussi de dépoussiérer la prévention et d'en faire véritablement un outil pour améliorer la productivité des entreprises. 5 jours de formation en santé et sécurité pour tous les élus du CSE. Oui. Ça, c'est important parce qu'il faut bien sûr sensibiliser ceux qui iront parler aux salariés. Voilà. En fait, ça participe du même constat qui a été fait à la faveur de la crise sanitaire. C'est que quand il a fallu mettre en place le protocole ils ont été très sollicités. Les élus ont été sollicités, la médecine du travail a été sollicitée et les uns comme les autres ont démontré en fait qu'ils n'étaient pas en capacité à répondre à ces demandes. Ça bougeait tous les jours à leur décharge. Alors c'est vrai que c'était un contexte un peu exceptionnel, mais le contexte exceptionnel a révélé un problème qui était beaucoup plus profond et qu'il fallait régler. Et donc du coup cette formation des élus, donc elle passerait à 5 jours automatiquement au début de mandat, 3 jours au moment du renouvellement. C'est vraiment pour les sensibiliser et pour les inviter à s'inscrire dans un dialogue constructif en fait avec l'employeur, de réflexion commune et partagée. Alors ça c'est un peu un monde idéal, vous allez me dire, mais sur la prévention
des risques professionnels. Alors, il y a un autre volet qui est l'intégration des salariés qui ont été en longue maladie. Il y a un focus sur ce point, parce qu'évidemment, il faut rappeler que c'est toujours très compliqué quand on sort, je pense, de chimiothérapie, d'un cancer où on a été très longtemps éloigné, affaibli physiquement et psychologiquement. Qu'est-ce que prévoit le texte là ? Alors, en fait, c'est vrai que, et on le voit, nous, dans nos cabinets d'avocats, c'est que le contentieux sur l'inaptitude, c'est un des contentieux les plus développés en droit du travail. Donc, il y a vraiment un point important là. Et éviter d'arriver à une situation d'inaptitude. Donc, l'inaptitude, c'est quand le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte, donc incapable de poursuivre dans ses fonctions, ce qui oblige l'employeur, à défaut de solution de reclassement, à le licencier. Et donc, pour éviter ça, il y a une mesure qui est assez intéressante, alors, qui est très décriée, notamment par la CGT, qui est le rendez-vous de liaison. En fait, et c'est ce que veut ce projet de loi, c'est qu'avant de revenir dans l'entreprise, il y a un rendez-vous entre le salarié et l'employeur pour réfléchir à comment les uns comme les autres, comment on voit les choses. Voilà, comment on voit l'avenir, ce que l'entreprise peut apporter, ce que le salarié peut faire ou ne pourra plus faire. Oui, avec transparence. Et en fait, quand on réfléchit, c'est quand même assez incroyable que ça n'ait pas existé avant. Mais évidemment. Pour adapter au plus près à son retour réel. Oui, voilà, qui est vraiment une réflexion commune et concrète. Alors, il y avait une visite de pré-reprise, mais qui était entre le salarié et le médecin du travail. Et l'employeur n'était informé des résultats de cette visite de pré-reprise que si le salarié le voulait bien. Et donc, puis un jour, il arrivait un matin, et puis il rentrait dans l'entreprise. Complètement. C'est des clients, j'ai des clients, c'est arrivé plusieurs fois, m'ont appelé en disant ce salarié, ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas vu, on n'avait pas fait attention, on n'avait pas reçu le renouvellement. Il déboule. Et là, il est là, qu'est-ce que je fais ? Alors, généralement, donc le premier conseil, c'est organiser une visite de reprise, puisqu'il faut s'assurer qu'il soit apte. Et c'est là où on en revient au problème des services de santé au travail. J'allais y venir. Souvent, le médecin du travail, le service qui est contacté comme ça à la dernière minute, ils vous disent non, la visite de reprise, c'est pas avant 1 mois. Alors évidemment, parce qu'ils ont un planning. Voilà, normalement, l'employeur est tenu de l'organiser dans les 8 jours. Et donc, du coup, ça donne des situations qui sont extrêmement compliquées à gérer et qui exposent en plus l'employeur à un risque très fort en matière d'obligation de sécurité. Avant de nous quitter, parce que c'est intéressant d'avoir le regard d'une avocate, est-ce qu'il faut le réformer, ce service de santé du travail ? On est d'accord. On est tous passés à la visite médicale, parce que c'est une obligation légale. Oui. Alors, pas parce que je suis en libéral. Vous êtes libéral, mais pour les salariés, pour ceux qui sont assujettis à un contrat de travail, on se dit quand on en sort, mais bon sang de bonsoir, mais ça sert à quoi ? Oui, non, il faut améliorer ce suivi. Et d'ailleurs, le projet de loi, il y a beaucoup de volets, on ne les a pas vus, mais les services de santé au travail vont être soumis à une certification. Ils vont devoir publier leurs tarifs, les cotisations qu'ils demandent à leurs adhérents, le socle de services qu'ils offrent. Il y aura un socle de services obligatoire. Donc, ils vont en fait avoir des obligations extrêmement renforcées et une obligation de transparence. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les services de santé au travail interentreprises sont financés par des cotisations des employeurs. C'est ça. Et moi, j'ai souvent des clients qui me disent, je vois la cotisation que je verse, je vois le service rendu et je ne comprends pas bien où sont passées mes cotisations. Ce qu'ils souhaitent, c'est que le médecin du travail, l'équipe médicale, soit plus près de la réalité. Parce qu'en fait, ils sont trop éloignés, pour conclure. Oui, soit complètement ils sont loin. C'est ça. Et soit dans l'accompagnement. Aujourd'hui, ils sont dans la sanction. C'est-à-dire qu'ils viennent, quand ils viennent, ils sont dans une logique de sanction, de vous n'avez pas bien fait. Et pas dans l'accompagnement à... Prévention, accompagnement, explication. Exactement. Ça, je suis d'accord. Alors, du coup, il y a une mesure qui est très intéressante dans ce projet de loi, c'est que le médecin du travail va devoir passer 1/3 de son temps dans l'entreprise. Alors, ça existait déjà, mais là, ça va être sanctuarisé et vraiment rendu absolument obligatoire. Mais quand on y pense, évidence. Un médecin du travail qui passe même pas 1/3 de son temps dans l'entreprise, comment peut-il appréhender les risques et aider l'employeur dans ses actions de prévention ? Oui, c'est un vrai sujet. Il faut rappeler que cette proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et qu'elle va aller au Sénat. Voilà, les discussions commencent le 5 juillet. Voilà. Il y aura sans doute une commission mixte paritaire. Je pense qu'il y aura une CMP. Voilà, le Sénat a d'ores et déjà annoncé qu'il ne soutenait pas toutes les mesures. Nous sommes d'accord. Et notamment ce rendez-vous de liaison dont on parlait tout à l'heure. Qui serait une erreur d'ailleurs de supprimer, que le Sénat supprime. Enfin, rappelons que l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot après une commission mixte paritaire. C'était un plaisir de vous accueillir, Marie Contant. Merci à vous. Avocat en droit social au cabinet BG2V. Vous revenez quand vous le voulez. Et puis nous, on suivra évidemment les travaux de l'Assemblée estivaux avec la CMP peut-être fin juillet. Oui. Possiblement fin juillet. Merci d'être venu sur le plateau. On fait une petite pause. Tiens, on parle des bureaux. On parle de la santé au travail. Mais la santé au travail, c'est fatigant quand on est au bureau, parce qu'on est immobile, parce qu'on a mal au dos. Vous allez voir Fanny Griesmer dans sa pause café, parce que c'est l'intérêt. On va faire quelques petits exercices. Oui, ça fait du bien. Pour pas être gagné par l'immobilisme. C'est la pause café.
Le bureau, tiens, c'est un peu le fil rouge aujourd'hui de notre émission, Fanny, vous le savez. Le bureau, on va parler des flex-office après vous. On a parlé de la situation des salariés en situation de handicap au bureau. Et avec vous, là, dans cette pause café, vous nous dites quoi aujourd'hui? L'immobilisme tue? Oui, entre autres, oui. Enfin, tue, le mot est fort. C'est surtout qui dit travail au bureau, dit travail, passer de longues heures assis derrière l'écran de son ordinateur. Et si on dit que le travail, c'est la santé, eh bien pas toujours, parce qu'effectivement, cette position assise ne vous fait pas que du bien, loin s'en faut. La solution, il n'y en a pas une, mais plusieurs en réalité, car la position idéale pour travailler, eh bien, n'existe pas en réalité. Vous l'aurez compris, il va falloir alterner, mettre un petit peu de mouvement dans votre journée. Donc, si vous écoutez cette chronique confortablement installée dans votre canapé, un petit conseil avant de poursuivre, il va falloir peut-être penser à vous lever. Ouais, le risque, je l'évoquais, c'est l'immobilité. C'est ça. On ne bouge pas. On ne bouge pas. On a les yeux devant un écran. On ne bouge pas. Alors qu'il soit ergonomique ou pas, votre fauteuil est sans doute votre meilleur ennemi. C'est celui sur lequel vous restez vissé plus de 8 heures par jour. 8 heures, finalement, passer devant l'écran de son ordinateur, c'est presque autant que le temps qu'on passe à dormir dans son lit. Alors, on pense souvent à tort que lorsque l'on exerce un travail assis, de bureau, voire que l'on est en télétravail, rien ne peut vous arriver. Certes, alors vous ne portez pas de charge lourde, vous ne travaillez pas en hauteur, dans le froid, à la merci des intempéries. Toutefois, ne prenez pas votre tendance à la sédentarité, à la légère. Oui. Car oui, si vous faites un travail de bureau, vous êtes sédentaire. Alors, si en plus vous préférez communiquer par mail au lieu de vous déplacer, qu'en parallèle vous faites du sport, aussi souvent que certains vont chez le dentiste, vous aggravez votre cas, car faute de mouvement suffisant, votre corps souffre. La sédentarité tuerait autant que le tabac, oui, en exposant davantage aux maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, anxiété. Et sans aller jusque-là, ce qui vous guette, ce sont des troubles musculo-squelettiques, au premier rang desquels on retrouve le mal de dos, le mal du siècle. Alors, est-ce qu'on peut travailler debout? On a vu des salariés comme ça debout qui avaient des... Mais bien sûr, derrière l'écran de son ordinateur. Bon, alors, bien sûr, il ne s'agit pas de rester dans cette position 8 heures durant. Rassurez-vous, la position verticale, qui plus est prolongée, présente autant d'inconvénients que la station assise prolongée. En tout cas, elle présente autant de douleurs. On pense notamment aux jambes, au dos, aux pieds, d'autant plus lorsque vous piétinez quasiment toute la journée. La solution résiderait plutôt dans une position mixte, dite assise debout, grâce... Heureusement que vous êtes aidé, ce serait grâce à un poste de travail modulable qui permet les deux positions, assise et debout. L'idée est donc d'avoir la possibilité d'alterner pendant la journée, de vous lever ou de vous rasseoir pour ne pas rester statique. En la matière, ce sont les pays scandinaves et les Pays-Bas qui font figure de précurseurs. Au Danemark, la législation du travail impose même aux entreprises de fournir ce type de mobilier à leurs employés. Des bureaux aussi que l'on retrouve à foison au cœur de la Silicon Valley, où les jeunes loups de la tech, ils voient un outil, presque l'outil ultime pour booster leur productivité, car se tenir debout serait non seulement un antidote au coup de barre, ça peut être pas mal après la pause déjeuner, mais aussi ça permettrait d'être plus concentré, toujours avec ce sentiment d'urgence quand vous êtes debout, donc plus prompt à finir vos tâches et votre to-do list. Mais certaines entreprises comme Google et Microsoft vont encore plus loin avec des plans de travail qui sont montés sur des tapis de course. J'ai vu ça. Donc vous courez. Incroyable. Et vous êtes devant l'écran de votre ordinateur. Bon, hygiène de vie, ok. Peut-être activité physique aussi. Faut maîtriser aussi l'art de la saisie informatique en petite foulée. Et je pense que ça, c'est pas évident. Ah, ça, c'est un art. Moi, je pratique le tapis. Je vois pas comment on tape sur l'ordinateur en même temps. Mais c'est un détail. En France, on n'en est pas là. On est quand même très immobile. Non, oui, la majorité des bureaux vous invitent à vous asseoir. Et difficile, effectivement, de travailler un temps soit peu debout, au risque finalement de vous plier à moitié sur votre poste de travail pour essayer de voir correctement l'écran de votre ordinateur. Faute d'équipement adapté, on va essayer de trouver des solutions. Il faut ruser et favoriser le mouvement tout au long de la journée, c'est important. Alors, les fameuses petites astuces de Fanny Griesmer. Alors, la première très simple, alors sans mouvement, déjà, l'astuce de base, c'est de soigner sa position assise. Bien sûr. Donc, le dos, bon là, ça va être compliqué aujourd'hui sur ces tabourets, mais le dos doit être bien appuyé sur le siège. Vous pouvez aussi glisser un petit coussin au niveau de vos reins pour respecter la courbe naturelle. La cambrure. Les jambes décroisées, c'est important. Très important. Le sang circule au mieux. Les pieds doivent
être également à plat sur le sol. L'idée, c'est vraiment de former un angle à 90 degrés avec vos jambes. En ce qui concerne l'aménagement de votre espace de travail, 3 règles simples à respecter, ça concerne l'écran de votre ordinateur. Oui, ça c'est important. Votre écran doit être placé en face de vous, pas à côté de vous. Ça évitera d'avoir à tourner la tête constamment, ce qui peut faire mal à la nuque à terme. Il doit toujours être à la hauteur de vos yeux et placé à une distance d'une longueur de bras. Donc, ni trop près, ni trop loin. C'est pour les yeux, ça. Ça, c'est pour les yeux. L'astuce numéro 2, la pause. La fameuse pause. C'est vrai qu'on nous dit qu'en voiture, il faut faire une petite pause toutes les 2 heures. Et bien au bureau aussi, et inutile d'attendre la pause café pour vous lever et vous dégourdir les jambes. Je vous conseille de saisir toutes les occasions qui se présentent à vous pour quitter votre siège, que ce soit pour jeter quelque chose à la poubelle, aller chercher une feuille à l'imprimante, ou peut-être aller demander une information à l'un de vos collègues. Et si c'est à l'étage supérieur, n'hésitez pas à prendre non plus les escaliers. C'est bon pour la santé, n'est-ce pas, Arnaud ? C'est bon pour le moral. Je sens que vous souriez. Lors de la pause déjeuner aussi, prenez peut-être 10-15 minutes pour aller marcher, vous aérer un peu. Ce sera bon pour votre concentration et votre digestion. 1 minute, Fanny, pour nous donner les 3 dernières astuces. On peut aussi quelques étirements discrets. Alors oui, vous pouvez essayer de soulager votre colonne vertébrale avec ce petit exercice qui fait du bien. Vous sortez la poitrine et vous resserrez vos omoplates. Voilà, vous pouvez le faire partout, assis, debout, ça me fait un bien fou. Au bureau, dans le métro ou à la maison si vous avez peur on est encore en télétravail. Vous pouvez aussi troquer votre chaise contre un Swiss ball. C'est un énorme ballon, le ballon, très bien ça. Qui a l'avantage de provoquer un déséquilibre. Ce déséquilibre, notre corps doit le compenser. Donc finalement, on se gaine tout en travaillant. On est toujours dans un petit mouvement. Donc c'est excellent pour le dos notamment. Ballon utilisé dans les salles de sport. Dans les salles de sport, vous en trouvez dans n'importe quel magasin de sport. Et la dernière astuce, l'ultime, pourquoi ne pas adopter le stand-up ou walking meeting. C'est-à-dire qu'on se réunit debout ou variante en marchant. C'est-à-dire c'est-à-dire que vous allez faire une petite balade avec, avec les participants de la réunion. D'accord, et on emmène nos ordinateurs. Vous sortez toutes les chaises d'une salle de réunion. Déjà, vous restez debout, vous marchez, ça active la circulation sanguine, ça améliore la tension, la créativité et cerise sur le gâteau, les participants ont tendance à aller plus vite à l'essentiel. Donc, en plus d'une pierre deux coups, vous mettez fin à la réunionnite aiguë. Et oui, et ça permet de prendre l'air tout en bossant. Alors, il ne faut pas avoir l'ordinateur à la main. Il ne faut pas être non plus une dizaine. Voilà, on réserve ça à 2-3, et puis quitte à vous enregistrer, parce que pour la prise de notes, c'est pas ça. Bien sûr, et pas en forêt avec des souches où on ne sait pas où on marche avec l'ordinateur, ça ne marche pas. Oui, il faut travailler à côté d'une forêt aussi. C'est ça, ou alors courir sur le tapis tout en envoyant des mails, je ne vois pas comment on fait. En tout cas, essayez d'insuffler un petit peu de mouvement dans votre journée. Ça sera toujours meilleur que faire 1 heure de sport après votre journée de travail. C'était un plaisir avec tous ces petits étirements avec les bras, ça m'a fait un bien fou. Ah oui, mais ça fait du bien. J'ai peut-être demandé un fauteuil ergonomique, Fanny. Maintenant, vous m'avez donné envie. Ce tabouret me fait mal au dos. Alors moi, je vais investir dans un ballon. Un ballon. J'ai été convaincue. On viendra chacun avec un petit matériel de bureau. Voilà, c'est la fin de la pause café. On va retourner dans notre débat, c'est le cercle RH. Le flex office, ça vous dit quelque chose? C'est un mot un peu barbare, pas pour tout le monde. Il est en train de gagner du terrain dans les entreprises. Qu'est-ce que c'est que le flex office? Est-ce que les salariés le souhaitent, ce flex office? Pas forcément d'ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs un intérêt que du côté des entreprises. Et ça risque d'être une source de conflit, ce flex office. On en parle dans quelques secondes avec le débat, le cercle RH. C'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat, le flex office, ça vous dit quelque chose? On en a entendu parler, même la presse généraliste, je pense à un article du Parisien, là, qui il y a quelques semaines a fait un long papier sur l'arrivée du flex office, c'est-à-dire l'idée de bureau interchangeable. Le salarié, on lui dit ce matin, tu seras sur le B5, demain tu seras sur le C8, et puis tu iras en salle de réunion collective. Bref, une autre manière de travailler, c'est en train de gagner du terrain, accélération Covid, on va y revenir avec mes invités. Est-ce que les salariés le veulent vraiment, ce flex office? C'est pas sûr. Il y a quelques études récentes qui indiquent que les salariés plutôt sont favorables à un bureau bien à eux et bien propre. On parlera d'hygiène aussi, c'est un sujet important, le fait qu'il y ait un espace propre et hygiénique. On en parle avec des experts, des spécialistes. Ingrid Napi, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'ESSEC, titulaire de la chaire Workplace Management, et c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans l'actualité. Le 25 juin, vendredi, vous avez sorti une étude très récente
Et on va la commenter sur, vous avez sondé les cœurs sur ce Flex Office. Et c'est vrai qu'objectivement, si c'est avantageux pour l'entreprise, ça l'est peut-être pas pour les salariés. Ils ne sont pas très très motivés, les salariés. Je voulais citer ce livre, Révolution de bureau, Révolution avec un S, édition 64, que vous avez écrit avec un entretien avec Philippe Chiambaretta, qui est architecte, c'est ça ? Tout à fait. On est d'accord ? On est d'accord. Je croyais que vous alliez m'aider, vous ne m'avez pas aidé, c'est pas grave. Laurent Assouli, merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue en entreprise. Je ne sais pas quel est votre point de vue, mais c'est intéressant d'avoir un ethnologue, c'est lui qui observe, un petit peu comme des populations vivant en Amazonie, mais vous observez l'entreprise. Et on va s'intéresser avec vous justement à le bureau, son espace et sa transformation. Et puis Nicolas Cochard est avec nous. Merci de revenir sur le plateau de Smart Job. Faites partie de ces premiers invités qui ont participé au début de cette chaîne. Docteur en SHS et responsable R&D du groupe Cardam. Et vous êtes venu d'ailleurs nous parler de ce guide de la flexibilité de l'organisation et de l'environnement du travail aux éditions Le Moniteur, entre autres. Je commence par vous, Ingrid Nappi, puisque cette étude de cette chaire donne des chiffres qui sont quand même pas terribles, puisque quand on interroge les salariés, ce mode de travail qu'est le Flex Office, votre définition à vous, c'est quoi d'ailleurs, Ingrid ? Comment on pourrait le dire simplement ? Le Flex Office, c'est un espace flexible, je parle sous le contrôle de Nicolas. En fait, c'est davantage un espace ouvert, c'est un open space, mais sans poste de travail attribué. En fait, le qualificatif, c'est pas de poste de travail attribué. D'accord, pas de poste de travail attribué. On se place où on veut. Quand on leur propose à ces salariés un espace où il n'y a pas de poste de travail attribué, parce que Flex Office, tous ces mots anglais, 4% des sondés accepteraient seulement 4% accepteraient de travailler en Flex Office à l'avenir. Quand on inverse, ça veut dire que l'écrasante majorité dit c'est exactement non. Ce qu'on voit dans nos chiffres, tout à fait. L'écrasante majorité dit, et on a sondé tout type de salariés, grande entreprise, petite entreprise, auto-entrepreneurs, fonctionnaires. On a sondé à peu près plus de 2000 personnes avec l'idée de voir comment a été vécu d'abord le télétravail et comment, au retour du télétravail, donc dans le bureau post-confinement, on a envie de travailler. Et là, clairement, les résultats sont impressionnants. C'est qu'on a pratiquement 79% des réponses, c'est pour avoir un espace de travail attribué dans un immeuble, dans un espace plutôt clos ou des petits bureaux individuels ou partagés. Voilà. Ou en open space à 16%. Mais de toute façon, seulement 16% l'open space. 5% seulement Flex Office. Et ce qui est très intéressant, on en parlera tout à l'heure certainement, c'est une grande disparité entre les hommes et les femmes. Oui. Et surtout entre les employés et les cadres dirigeants. Exactement. Les cadres dirigeants, ils sont prêts à aller en Flex Office. Il n'y a pas de problème. C'est déjà un acquis. Les salariés, pas du tout. Et ça, c'est un point important parce que les bureaux concernent quand même d'abord les salariés. Les salariés. Juste, Laurent Assouli, je vous ai vu réagir dès qu'Ingrid a évoqué l'idée qu'il y avait une sorte de rupture sociale entre les dirigeants, les managers, prêts, adaptables, flexibles, fluides presque, et les salariés. Comment vous l'expliquez ça ? Il y a une rupture qui est, à mon avis, très claire entre effectivement, d'un côté, les cadres qui ont accepté le Flex Office et qui sont prêts à passer le cap. Qui existait déjà, le Flex Office, c'est pas tout nouveau, ça s'est accéléré. Ils sont passés à une autre étape, je dirais que les éléments de reconnaissance ne sont plus focalisés sur le bureau pour les cadres. La messe est dite là-dessus. Par contre, pour les employés... Son bureau, c'est son ordinateur. Oui, et puis c'est le télétravail aussi, puisqu'en fait, il faut mettre ça en résonance avec le télétravail. Le Flex Office doit se comprendre avec la nouvelle émergence de ce télétravail. Et le stéréotype du bureau et de l'espace dédié est un stéréotype très fort parmi les employés, parmi les ouvriers, quand ils effectivement imaginent le patron, tout à fait. Exact. Mais ça pose un certain nombre de problèmes, notamment en termes de symboles, puisque c'est l'essence même de l'anthropologue de réfléchir à des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire à un salarié en termes d'appartenance qui ne peut plus se raccrocher à des symboles, à un bureau, à une frontière, physique, à un espace? Ça pose pas mal de problèmes. Et un couloir et une porte à laquelle on frappe pour rentrer dans le bureau du directeur ou du DRH. Parce que c'est ça aussi tous les enjeux de pouvoir de l'entreprise. Je voudrais juste Ingrid, et je donne la parole concernant le Flex, c'est une situation qui a été mise en avant, notamment dans des situations où les marchés des bureaux sont très tendus, où les prix sont exorbitants, et donc en centralité, avec des fonctions tertiaires supérieures. Et donc, comme les cadres sont plutôt chez les clients, pourquoi leur affecter un bureau s'ils sont chez le client ? Vous remarquerez que c'est un peu la même réflexion
réflexion que l'on a sur la question de la voiture. On voit des gens sur le périph' tout seuls dans leur voiture et on se dit, mais essayons de rationaliser le véhicule, puisque il est tout seul dans sa voiture, elle pollue, il faut en mettre plus. En petite ville, c'est déjà différent. C'est déjà différent, mais je parle des grandes villes où on se dit, il faut rationaliser les espaces, il faut mettre des gens dans des voitures. Quel est votre regard? Parce que vous avez fait ce livre que j'évoquais tout à l'heure, le guide de la flexibilité et de l'organisation. On peut pas forcer les salariés, entre guillemets, à user d'une nouvelle organisation en disant tu vas sur le B5, tu tires ton truc, tu branches ta prise, et puis tu peux plus mettre ton petit cadre, ton petit mug, tout ça est complètement impersonnel. On peut pas les forcer, les salariés. C'est compliqué. C'est très compliqué, d'autant qu'avec le flex office, la première étape de la mise en place du flex, c'est la perte de quelque chose. Et donc les salariés se disent je vais perdre ce qui faisait une part de mon identité sociale, c'est-à-dire ma place, et on me dit que je vais la perdre. Que vais-je gagner ? Et c'est pour ça que le flex office, de plus en plus quand même, quand il est déployé dans une dimension organisationnelle, culturelle, et que les salariés, par exemple, ont possibilité de télétravailler 2 ou 3 jours chez eux, et qu'ils identifient le gain qui est apporté. Là, c'est différent. Là, ils se disent, si l'équation, c'est la perte de mon espace personnel attribué, au profit souvent de territoires d'équipe. C'est souvent ce qui se fait aussi. Laurent Assouline parlait tout de suite de frontières, de territorialité. C'est vrai. On passe de la territorialité individuelle à l'équipe, à une territorialité des frontières collectives. Et ça aide les salariés à mieux accepter quand il y a des compensations. Donc ça se travaille en amont. Très en amont. Juste, Ingrid, moi ce qui m'intéresse, et l'ethnologue doit être passionné par ce sujet, c'est ce qui était à la mode il y a encore quelques années, à cause ou grâce à la crise Covid, a réinversé les tendances. L'open space, très à la mode. Il y avait beaucoup de réflexions de construction de bureaux, on faisait de l'open space. C'est fini, 16%. Les salariés ne veulent pas d'un bureau amovible. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette crise Covid, selon vous? Parce qu'il y a à la fois une poussée du télétravail, et une envie, et c'est très paradoxal, et une envie de garder son espace. Je voudrais rebondir sur ce que disait Nicolas. Le télétravail, tout le monde ne l'a pas bien vécu, en fait. C'est vrai. Les cadres l'ont bien vécu. Si on reparle encore de cette différenciation selon les CSP, les cadres l'ont très bien vécu, mais ils étaient déjà habitués. Par contre, les salariés l'ont très mal vécu. 39% des employés aiment le télétravail, contre 52% des cadres. Les chiffres sont quand même révélateurs d'une situation. Donc quand on dit tu choisis le télétravail 2 jours ou 3 jours et après tu vas en flex, mais en fait, oui, très bien pour certains, mais tout le monde n'a pas envie du télétravail, clairement. Et les femmes notamment. Et tous les et c'est les femmes qui sont réticentes un peu plus que les hommes au flex. Oui, aussi. On est d'accord, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est plutôt elles qui... Parce qu'en fait, il faut comprendre que le flex est la solution aujourd'hui au télétravail combiné. C'est ça. Parce on mixe du flex et du télétravail. C'est l'hybridation. C'était une solution, et on l'oublie souvent. C'était une vitrine des entreprises numériques. Puisque pour travailler en flex, il faut de la tech. Ouais. Donc le flex, c'était uniquement la vitrine des entreprises. Et là, aujourd'hui, ça, vous ne la voyez pas chez Total, vous ne voyez pas Société Générale. Sauf que la tour Total est quasiment vide. Mais non, parce qu'on ne peut pas y aller, tout simplement. C'est ça. Ne confondons pas. C'est ça. Donc le flex, c'est aujourd'hui la seule solution par rapport au télétravail. Or, tout le monde ne veut pas aller en télétravail. Donc c'est clair, il faut réfléchir. Juste l'ethnologue que vous êtes, on évoquait les rapports de spatialisation, d'espace d'enjeu par rapport au territoire. Là, tout ça va un petit peu évidemment disparaître, puisqu'on va avoir des bureaux amovibles. Il y a un enjeu pour l'entreprise quand même, il faut qu'on l'évoque en deuxième partie de débat, parce que les entreprises qu'on a sur ce plateau nous disent, nous sommes en train de réfléchir on réorganise nos bureaux, on va vendre nos espaces, on va se mettre sur des espaces plus petits, plus rationnels. Il y a quand même un enjeu économique et on voit bien qu'il vient se heurter à des désirs d'appartenance plus sociologiques. Oui, il y a une tension forcément entre l'enjeu économique, effectivement, partager un bureau par 2, 3 ou 4 personnes, c'est effectivement réaliser un certain nombre d'économies qui sont tout à fait intéressantes, notamment en ce moment avec la crise de Covid. Mais en même temps, ça vient en buter avec la rhétorique des entreprises qui consiste à dire les employés, c'est l'élément central, c'est très important, il faut les valoriser. Ça, je veux le dire. Voilà, il faut les valoriser. Alors, il faut les valoriser et en même temps, on leur dit vous n'avez pas de bureau, votre bureau est mutualisé et on va faire un système de kibbutz avec en arrière-plan un dieu finance qui va un peu réguler tout ça. Je pousse un petit peu le bouchon loin, si vous voulez. Mais vous voyez bien qu'il y a une antinomie entre, d'une part, effectivement, les lois de la raison. On va rationaliser selon un enjeu économique. Sur le plan économique, c'est très rationnel. C'est très rationnel, il n'y a rien à dire. Par contre, là où effectivement on peut être un peu plus dubitatif, c'est l'idée de l'hospitalité et du message que l'on va envoyer à l'employé en lui disant vous n'avez pas votre propre bureau, mais il sera mutualisé par 2, 3 ou 4 personnes en termes de symboles,
En termes de rhétorique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement. C'est clair que c'est antinomique. Nicolas Cochard, il y a un thème qui est revenu dans l'étude de la chaire de l'ESSEC qui est assez intéressant. Objectivement, je n'y m'y attendais pas, mais qui est assez logique, suite à la crise Covid, c'est l'hygiène. C'est-à-dire qu'il y a l'appartenance à mon entreprise, à mon espace de bureau physique, et puis il y a aussi une maladie, un virus, et certains disent, mais non, moi je ne prends pas le bureau derrière quelqu'un, enfin il y a quand même ça de ce rapport à la propreté, c'est important ça, cet élément-là. Il pèse lourd celui-ci. Il pèse lourd, oui. Alors la question, c'est il pèse lourd pendant combien de temps? C'est-à-dire que si la crise est, nous le souhaitons, derrière nous dans 6 mois, est-ce que cette valeur sanitaire, comme l'appelle Ingrid Napi, persistera? Toujours est-il que des études avaient déjà montré avant la crise sanitaire que le flex office, consistant à ne pas laisser ses affaires le soir sur le bureau, revêtait un élément plus hygiénique que les autres bureaux. Alors on peut en discuter de ça. Quand on retire ses affaires... oui, c'est-à-dire que le ménage semble plus évident, et des directeurs immobiliers m'avaient confirmé ça. Oui, la femme de ménage peut passer sur le bureau. Enfin, excusez-moi de le dire. N'empêche que, psychologiquement, en ce moment, le partage, à l'heure où on se désinfecte les mains 30 fois par jour, pose un vrai problème, à savoir si ça va être un problème de long terme. Mais juste un mot chez Cardam, vous réfléchissez à tous ces sujets-là. Le choc de 2 tendances qui s'affrontent, qui va gagner la bataille là? Est-ce que c'est l'entreprise qui dit de toute façon on n'a pas le choix, si on veut préserver nos emplois, si on veut continuer à développer notre entreprise, il faut repenser nos espaces de travail et les réduire, avoir un coût plus léger pour le dire simplement, ou est-ce que le salarié, pour les raisons qu'on évoquait, le bien-être, le fait qu'il soit heureux dans l'entreprise et qu'il produise bien, va gagner la partie? Alors, notre idéal évidemment c'est de satisfaire l'ensemble des parties prenantes, et je donne un exemple pour illustrer. Aujourd'hui, il y a un débat dans les entreprises qui consiste à dire, si nous passons en flex office avec une réduction des surfaces, peut-on réallouer les surfaces de postes de travail à des salles de détente, à des salles de convivialité, au bénéfice des salariés? Et autre chose, si les surfaces sont réduites, peut-on, à coût constant, être peut-être mieux placé dans la ville? Et les salariés, là, ils trouveront évidemment un intérêt. En termes de déplacement. Tout à fait. Évidemment. En termes de géographie de bureau, il y aura un gain réel de qualité de vie. Reconnaissez avec moi que là, c'est un casse-tête pour beaucoup d'entreprises. Je pense notamment au quartier de la Défense, où il y a quand même beaucoup d'entreprises. Je pense au ministère de la Défense. Je pense à tous ces bâtiments magnifiques qui ont été construits, qui montraient la puissance d'une entreprise. Et puis là, aujourd'hui, la moitié de ces bâtiments sont vides. C'est un choc. Vide parce qu'on ne peut pas y aller. Nous sommes d'accord. Quand vous dites que la plupart des entreprises vendent, non, la plupart des entreprises ne sont même pas propriétaires. Donc elles sont locataires. Elles ne vont pas. Oui, mais ça a son poids. Parce que quand vous êtes locataire, vous avez un bail. Vous ne coupez pas, vous ne résiliez pas votre bail. Donc la plupart des entreprises, vous avez en partie raison, c'est de dire qu'elles vont attendre. Et elles sous-louent. Il y a un marché de la sous-location qui est extraordinairement explosif et dangereux parce qu'il déséquilibre le marché. Donc là, il y a autre chose qui va nous arriver très prochainement. Mais les entreprises ne partent pas. C'est faux quand on dit entreprises des ménages. C'est faux. Elles sous-louent. Elles sous-louent, elles attendent, comme tout le monde d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas le choix. La plupart sont bloquées par des baux, elles ne vont pas partir. Mais excusez-moi, pour faire c'est intéressant parce qu'on touche du doigt un débat sur la sociologie, sur l'hygiène, sur l'appartenance à l'entreprise. Comment vous regardez cette révolution qu'on est en train de vivre? Parce que vous citez avec un S, dans votre livre, c'est le mot révolution avec un S. Vous êtes d'accord avec moi, vous qui êtes ethnologue, vous êtes sur une matière de travail mais qui est magique, qui est incroyable, vous qui travaillez sur l'entreprise. Elle est en fait je pense. Elle est le reflet de la société civile. On est dans une société civile où on est à l'ère du ZAP, à l'ère où on ne reste pas longtemps à son poste de travail. Eh bien, je dirais que le flex office, ça reflète cette humeur où effectivement les gens sont interchangeables. Et finalement, c'est sans grande surprise. Tiens, interchangeable, c'est intéressant. Moi, salarié, je reçois sur mon application le bureau auquel on m'attribue. Il y a un petit côté comme ça, World Company, déshumanisé, désincarné. Comment oui ou non? Il y a différents types de flex office. Vous avez les flex office où vous pouvez vous asseoir tous les jours à la même place. Ça, c'est important. Et vous avez des flex office où vous ne pouvez pas vous asseoir tous les jours à la même place. Voilà. Et donc, c'est compliqué de généraliser. Non, mais le côté dépersonnalisation, c'est-à-dire, je suis un numéro B05 qui sera B06 demain. En fait, non, à la base, c'est pas ça.
ça. Le flex office à la base, ce sont des espaces qui sont dans les coworking, dans des espaces de coworking qui ont été mis en place pour favoriser l'économie du numérique, les startups, toute cette révolution digitale qui a été encouragée par les ministres, par les présidents Ambiance et compagnie. hipster. On vient en vélo, Exactement. on le pose et on bosse ensemble. Voilà, mais c'est pas tout le monde. Ça. Ben non. D'accord, c'est pas tous les employés de bureau. Comme c'était dans l'économie de l'innovation qui était hashtag sérendipité, hashtag innovation, il fallait être innovant pour gagner. Toutes les entreprises qui étaient sur l'innovation, mais également d'autres se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas ne pas adapter dans l'immeuble un Et étage. puis il y a eu le Covid. Un étage, Ouais, le flex. c'est ça. Ça, c'était agréable. Y aller qui voulait. Et puis là, il y a le Covid. Eh On s'est oui. dit, bah, en fait, si on mettait tous les étages. Alors maintenant, on commence à revenir en arrière. Les gens commencent à réaliser que le flex, tout le monde n'en veut pas. Enfin, votre étude, c'est 63% veulent des bureaux fermés. Oui, alors C'est-à-dire attention, c'est pas un bureau individuel. Non, non, mais fermé, on se on comprend. partage avec avec 3 ou 4. espace surtout non partagé. On retrouve son espace de travail. c'est Donc, ça, à mon ça, avis, il y aura des négociations en fonction des types d'entreprises, des secteurs d'activité qui vont faire que on devra choisir. Quand même, Nicolas Cochard, ça existe aussi dans le milieu du journalisme, autant être transparent. Moi, j'ai assisté dans des rédactions presse écrite ou de télé à l'attribution des bureaux. C'est d'un enjeu stratégique majeur. Enfin, je veux dire, si un sociologue ou un ethnologue était présent, en fonction de la réalité du journaliste, de son ancienneté, de la manière dont il travaille. Enfin, c'est pas n'importe quoi un bureau. Mais non, parce que Ça dit plein de choses. une organisation, quelle qu'elle soit, c'est un espace politique. Et les liens entre les individus dans une organisation sont éminemment politiques. Et donc les jeux de pouvoir se dessinent aussi par l'espace. Et aujourd'hui, le fait d'être sur ces éléments de flexibilité, Laurent Soulier en parlait tout de suite. Anonyme, anonymisé. Oui, c'est pas un hasard si la question des bureaux a été traitée d'abord, et c'est assez révélateur de le dire, depuis 50 ans par des psychologues environnementaux. Ben, évidemment. Les premiers chercheurs et ceux qui font les recherches les plus abondantes, ce sont des psychologues. Ben ouais. Parce qu'ils ont bien compris très tôt que mon bureau, c'est ma place et ma relation aux autres. Ben, c'est mon statut, c'est Et mon le bureau, pouvoir. c'est un Tout à message. Quels sont, on ne va pas les citer, mais les grandes entreprises dont les bureaux des dirigeants, des PDG au CAC 40 sont ouverts face aux syndicats où on montre qu'on est en lien avec les collaborateurs. Le bureau est partagé, mais il n'est pas vraiment partagé, mais il est En tout cas, il partagé. est ouvert. Il est ouvert. Mais Il y a plein de messages. Ça dans le existe bureau. Oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant de l'entendre. Ah oui, oui, il y a, oui, il y a on va le l'idée dire, oui. qu'il y a un travail. Il y a une ouverture vers les salariés, vers les collaborateurs. Mais Il y a un élément Comme était le front office, hein. assez récurrent, c'est le bureau du DG qui est en flex également, Oui. sur lequel personne n'ose aller s'asseoir. C'est vrai. Alors que le message initial, Lieu c'est- sacralisé, Mais oui, alors que- sanctuarisé. Au départ, dans le projet, on dit même mon bureau est en flex. Oui, sauf que Personne c'est le bureau passerait du pas- boss. Ouais, c'est le bureau Et du on ne va boss. pas s'y asseoir. Là, je vois réagir parce que c'est aussi une matière pour l'ethnologue qui est passionnante, c'est-à-dire ces lieux de pouvoir, ces enjeux de pouvoir qui sont liés à des tout petits territoires, des micro-territoires qu'on appelle un bureau. Oui, c'est pour ça que la déstructuration des hiérarchies du point de vue symbolique et spatial, ça pose aussi un problème. Vous savez, on avait un président de la République qui avait dit je veux être normal, je vise la normalité. Ah, non, ouais, Est-ce ça, que lui a, c'est- ça lui a coûté cher, ça. Ça lui a coûté cher. Est-ce que c'est intéressant pour un président-directeur général ou un directeur général de dire je vise la normalité? Ben non. Si moi, salarié, je suis admiratif de mon PDG, c'est parce qu'il est exceptionnel, il n'est pas normal. Donc attention aux symboles là aussi. Je suis d'accord. En fait, on est un peu dans des... Ça brouille, en fait, les repères des salariés. Et c'est peut-être pour ça qu'ils s'accrochent, finalement, à ce qu'ils connaissent le mieux. Exactement. C'est leur bureau, c'est leur espace. Et puis, vous Enfin, savez, j'ai l'impression... Moi, je fais souvent Ils sont cette perdus. allusion, mais on a vécu pendant 6 mois ou presque un an, pour ceux qui étaient obligés d'être en télétravail ou en chômage technique, dans nos cuisines, dans nos salles à manger. Or, ces flex-office, avant la crise, étaient des flex-office, on avait l'impression d'être dans une cuisine, c'était les bureaux des GAFA, ou bien dans une salle à manger, dans un canapé. Là, je pense qu'il y a un brouillage. Donc, forcément, quand on va sortir du Covid, on va sortir de tous ces stéréotypes. Avant de nous quitter, la question quand même qui est posée aujourd'hui pour cette rentrée de septembre, on est déjà dans la rentrée de septembre, c'est productivité, capacité des salariés à produire et à apporter, être bien. et à créer de la richesse et à être bien, parce que s'ils sont bien, ils produisent. C'est compliqué là quand même, hein. On est un peu Mais sur une c'est ligne de pour ça- crête là. Hein. C'est pour ça que toutes ces questions-là doivent être soumises au choix du salarié. C'est-à-dire qu'on est plus sur de l'équité que de l'égalité de traitement. L'étude de l'ESSEC montre quand même que les jeunes veulent revenir au bureau. Clairement. On peut les comprendre. Petit logement, Ben oui, rester ouais. dans 110 mètres carrés toute la journée. voir Donc, personne. Se faire un réseau. le choix devra être prégnant
pour le salarié, pour qu'il fasse son propre parcours à lui. Le point de vue de Cardam, Nicolas Cochard, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à Laurent Assouli, ethnologue en entreprise. Il a beaucoup de travail en ce moment, l'ethnologue en entreprise, parce que ça bouge beaucoup. Vous allez dans les bureaux, comment ça se passe d'ailleurs avant de nous quitter? Je suis en immersion 3 ans dans une entreprise. Et donc, j'interroge les gens sur leur lieu de travail, à l'extérieur et dans leur domicile, parce que justement, les réponses ne sont pas homogènes selon les lieux. Et donc, vous êtes aussi en résonance sur ces questions de flex-office, j'imagine, oui. Avec les inquiétudes ou pas de certains salariés. En tout cas, le chiffre qui est sorti de l'étude de la chaire de l'ESSEC, étude portée par Ingrid Napi, c'est que 4% seulement 4% veulent aujourd'hui, au moment où on se parle, être en flex-office. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un peu de travail du côté des entreprises. Il y a un peu de route. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. Vous reviendrez parce qu'on va suivre ce sujet d'assez près, qui est au carrefour de l'économie, de la sociologie, de l'ethnologie. Et de la finance. Et de la finance, parce qu'il y a des enjeux économiques derrière très forts. Nicolas Cochard, guide de la flexibilité, de l'organisation et de l'environnement de travail. C'est un livre référence au Moniteur. Et puis je ne veux pas oublier le livre d'Ingrid Napi, Révolution de bureau. C'est votre livre, Ingrid. Merci d'être venue sur notre plateau. On termine sur le foot. Bah tiens, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une émission sur le Smart Job, emploi RH, le foot. Bah oui, c'est possible, parce que vous allez voir que Thierry Bismuth va lier la stratégie d'un coach, d'un entraîneur de l'équipe de France à une manière de recruter, de choisir, de coacher, d'accompagner. Ça, c'est un vrai sujet. Puis c'est l'actu, évidemment, puisque la France joue, si je ne m'abuse, ce soir contre la Suisse. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, le retour de Thierry Bismuth qu'on accueille toujours avec grand plaisir. Odyssée RH, Thierry, recruteur. Vous avez toujours des angles très originaux pour nous parler de recrutement. Bon, on se dit c'est pas fun. Si, c'est très fun le recrutement, parce que vous nous parlez du lien football, du recruteur. À vrai dire, j'ai failli plutôt vous parler du brevet. Vous savez que c'est les épreuves du brevet ce matin, mon fils le passe. Et donc je me dis, tiens, il y a quand même quelque chose qu'on fera peut-être un jour sur le brevet, parce que c'est la première épreuve, un premier examen, un premier concours que passent les candidats. Et donc, entre le petit jeune qui passe son brevet et le candidat qui passe à l'entretien, il y avait quelque chose à faire. On le fera l'année prochaine. C'est pas perdu. Ok. Aujourd'hui, on va parler effectivement de recrutement. Ce que je veux effectivement démontrer, c'est qu'en recrutement, les difficultés commencent quand l'entraîneur se prend pour un sélectionneur. Alors évidemment, c'est un peu d'actualité, mais si effectivement Didier Deschamps vous appelle en équipe de France, vous n'avez pas le choix, vous allez y aller. D'abord, vous allez y aller parce que vous n'avez pas le choix. Si vous êtes français et que vous voulez porter le maillot, il y a une seule équipe de France. Il n'a donc pas de concurrence. Et puis par ailleurs, vous allez y aller parce que Didier Deschamps étant ce qu'il est, il vous donne envie d'y aller. Donc on a à la fois pas le choix et très très envie d'y aller. Faut reconnaître. C'est un honneur. C'est un honneur, c'est un devoir et un honneur. Et donc ça fait 2 raisons d'y aller. En revanche, lorsqu'effectivement on est entraîneur d'une équipe de milieu de tableau, même en Ligue 1, disons-le comme ça, effectivement c'est un peu différent. J'ai vu que tout le monde ne rêve pas de jouer à Angers, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, c'est une ville magnifique. Pourquoi vous citez Angers comme ça? Il fallait que je cite une équipe qui est en milieu de tableau de manière durable. C'est une très belle équipe, Angers. C'est une superbe équipe. C'est d'ailleurs une des villes où il fait le meilleur vivre. Ben oui. Et donc vraiment, l'équipe... Quelle plus la cote, cette ville? Est très très attachante, je dois le dire, en très grand développement. Touche pas au Pays de Loire. Hein. Vous avez raison, d'ailleurs j'y serai après-demain. Mais si en revanche, Griezmann reçoit une offre qui dit est-ce que vous voulez être attaquant d'Angers, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est vrai. Voilà. D'accord. Voilà. Jusque-là, je vous suis. Bon, et c'est vrai d'ailleurs que, très conscient de ça, les recruteurs, les entraîneurs des équipes de milieu de tableau sont très conscients et vont plutôt prendre des gens qui sont imparfaits, boudés par le PSG, en devenir. Et d'ailleurs, toute la valeur de ces entraîneurs, c'est de prendre ces gens qui ne sont pas parfaits, de les recruter, bien sûr, mais surtout de les faire progresser et d'accepter qu'un jour, ils les quittent. Et c'est vrai que là où effectivement on voit beaucoup d'erreurs dans les bouches des recruteurs, ce sont des recruteurs qui n'ont pas conscience de ça et qui finalement se voient tous en Didier Deschamps, attendent tous Griezmann, alors qu'en fait effectivement il faut effectivement intégrer le fait que dans une entreprise quelle qu'elle soit, on n'a pas toujours le choix de prendre les meilleurs, mais seulement les meilleurs de ceux qui veulent bien. Et ça je le dis parce que souvent en entreprise c'est ça qu'on va avoir. On va avoir des recruteurs qui souvent d'ailleurs ont eu des gens très très bons chez eux, qui ont oublié que d'ailleurs ils les ont recrutés à un moment où ils n'étaient pas si bons que ça et qu'ils les ont fait progresser, qui ont donc gardé en tête ces gens qui sont devenus des Griezmann. Alors Griezmann est une image, Angers est une image, vous prendrez évidemment les uns les autres leur cul pour ça. En tout cas, ceux qui sont montés très haut. Ils ont oublié que ceux qui ont été très bons chez eux, ils les ont fait progresser dans le temps et donc quand ce Griezmann les quitte, ils en cherchent un qui lui ressemble. Et ça c'est une erreur. En fait, ils ont oublié qu'ils ont été entraîneurs
avant d'être sélectionneur. Et en recrutement, c'est souvent ce qui se passe. Alors, comment ça se passe en entreprise? Donnons des cas plus concrets, parce que je vais perdre sinon nos téléspectateurs. Vous allez avoir un manager, un directeur commercial d'une très grande boîte, par exemple de bureautique, leader français, leader mondial si on veut, et à qui on dit en permanence, bah, tu es leader, parce que comme il est directeur commercial, sur le plan des affaires, il est le leader de son marché. Et donc, il transpose ça à son exigence de recruteur. Il oublie simplement que sur le marché du recrutement, il n'est leader que d'un des championnats, et qu'il y a beaucoup d'autres championnats. C'est-à-dire que le commercial qu'il aimerait embaucher peut aussi aller chez le leader de la banque, le leader des services informatiques. Il peut même d'ailleurs décider d'aller dans une start-up qui n'est donc pas leader mais qui a une autre promesse à lui faire, ou même de se mettre à son compte. Il oublie donc qu'il est leader commercial, mais qu'en tant que recrutement, il n'est leader que d'un championnat ou d'un marché, et que le candidat a le choix entre plusieurs marchés. Donc, vous voulez dire qu'il faut quoi? Faire preuve d'une certaine modestie, d'un certain recul par rapport à sa manière de recruter? Il ne faut pas transposer l'image qu'on a commerciale de son entreprise à l'image qu'on a en tant que recruteur. On n'est pas, il y a des leaders en matière de recrutement, en termes de marque employeur, mais souvent les gens font l'erreur en tant qu'opérationnel, surtout de mélanger les deux. Et il y a une façon très simple de se vacciner contre ce mélange-là, parce que d'abord, la conséquence de ce mélange-là, c'est qu'on se retrouve avec des managers toujours déçus de leur équipe, toujours en construction. Et donc jamais heureux. Bah effectivement, ils sont toujours frustrés d'une équipe qu'ils imaginent mais qu'ils n'auront jamais, ou de candidats qu'ils rencontrent mais qu'ils n'auront jamais. En fait, c'est une projection d'eux-mêmes, mais en fait, la réalité les déçoit, puisqu'en fait, ils n'atteindront jamais cette projection. Enfin, ils courent après un rêve. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des managers qui, le dire abruptement, qui se poussent un peu du col, qui se voient un peu plus haut qu'ils ne le sont? Il y a un peu de ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils se voient en sélectionnaire davantage qu'en entraîneur. Ils oublient que leur métier, c'est de composer avec ceux qu'ils peuvent se permettre d'intégrer et de faire progresser ces gens-là. C'est non seulement leur métier, mais c'est aussi leur vertu, leur devoir. C'est-à-dire que c'est ça qui rend leur métier passionnant. Et donc, effectivement, il y a une façon très simple pour eux de réaliser cela, c'est de leur demander ou qu'ils se permettent de se dire, mais au fait, ceux qui sont aujourd'hui ma Dream Team, ceux que j'ai ou ceux que j'ai perdus, quand ils m'ont rejoint il y a quelques années, qu'est-ce qu'ils avaient comme parcours? Et souvent, quand on les fait parler des gens qui aujourd'hui font leur satisfaction, ils se rappellent tu vois bien qu'ils avaient des gens qui venaient pas du tout de leur métier, qui n'avaient pas du tout l'expérience qu'ils attendent pourtant aujourd'hui du candidat qu'ils recrutent. Oui, donc en fait, c'est obliger le recruteur que vous avez en face de vous, c'est-à-dire celui qui a ses exigences, de lui dire mais essaie d'analyser les candidats que tu as pris auparavant, prends le temps de les regarder, tu verras le chemin qu'ils ont parcouru, parce qu'il aimerait le mouton à 5 pattes qui roule très bien et qui est neuf et qui est pas cher. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il faut leur rappeler qu'effectivement, l'équipe qu'ils ont ou celle qu'ils souhaitent, il va falloir qu'ils la construisent. Et donc, c'est d'ailleurs toute leur vertu d'entraîneur, de composer avec le réel, de recruter, mais surtout de projeter des compétences. Et souvent, on a vraiment des recruteurs, notamment opérationnels. C'est moins le cas dans les services RH qui ont cette prise de recul, qui sont en phase avec le marché parce qu'ils l'ont tous les jours, le marché au téléphone. Mais l'opérationnel qui recrute moins régulièrement, moins fréquemment, il perd souvent cette notion-là. Didier Deschamps n'est pas Didier Deschamps qui veut quand même. Il faut rester calme quand même. C'est-à-dire qu'à la fois n'est pas Didier Deschamps qui veut et n'est pas le PSG qui veut. C'est-à-dire que le PSG, c'est peut-être un leader du championnat, mais ils savent au PSG qu'ils ont aussi, quand ils veulent retenir Mbappé ou attirer un autre, qu'ils ont une concurrence sur d'autres marchés, d'autres championnats que le leur. Européen, évidemment. Ils savent qu'ils ne sont qu'un champion parmi tant d'autres, dans un championnat parmi tant d'autres. Et c'est ce message qu'il faudrait passer aux recruteurs opérationnels. Merci Thierry Odyssey, RH, recruteur, conseil aux recruteurs aussi que vous nous avez donné. Puis la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, vous n'êtes pas venu depuis très très longtemps et vous nous avez manqué, vous nous parlerez de relier les points. Le recruteur n'est pas le psy. Voilà, j'aimerais dire aux candidats, le recruteur n'est pas ton psy. Ne t'allonge pas en entretien comme tu t'allonges sur un divan. Et c'est à toi d'aider, vous savez, comme ce jeu d'enfant là où on reliait les points pour faire des images, c'est à toi d'aider ce recruteur à relier les points entre ton passé, tes savoir-faire, tes savoir-être et les qualités qu'il recherche. Merci Thierry. Comment c'est déjà sa chronique? Vous avez vu, il est malin Thierry. Hop, une autre chronique. C'est la fin de Smart Job. On se retrouve demain en direct évidemment. C'était un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe. Romain Luc à la réalisation. Merci à Alex au son. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel et évidemment Louison pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir d'être avec vous chaque matin. Merci de votre fidélité. Je serai là demain. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.